café. Tu me dis ce que tu en penses, vas-y. Dis-moi. C'est particulier le café, hein? C'est bon? Il boit tout. Non, il boit pas tout, il trempe ça. Tu as aimé? Ouais. Bonjour, bonjour la famille, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Costa Rica, deuxième partie, avec la visite des fermes de cacao, de café, de canne à sucre. Et aussi, on va vous faire déguster un petit peu toutes les saveurs qu'on a eu l'occasion de découvrir pendant près d'un mois. Allez, c'est parti! Pour commencer la dégustation, allons à Monteverde, à 1200 mètres, au cœur de la forêt primaire, parce que c'est ici, entre 900 et 2500 mètres dans les zones tropicales, qu'on peut vraiment produire du bon café. Et là, en l'occurrence, c'est du café Arabica. Donc on va vous expliquer comment Charlie et Lily Rose ont eu leur première tasse de café et leur première palpitation. C'est sous des feuilles de bananier que les jeunes pousses grandissent et c'est après quelques semaines qu'on peut les empoter. Il faut environ 5 ans à un caféier pour donner des fruits qui produiront des graines de café. Et le café de Monteverde est fier de n'utiliser que des intrants naturels, notamment le compost qui est notamment alimenté par les déchets des animaux de leur ferme. On voit ici effectivement qu'il y a plusieurs animaux, qu'il y a un petit potager et que tous les résidus de ces animaux et de ce potager constituent un compost qui va être utilisé donc pour améliorer la qualité des arbres et donc de leurs fruits. Après la floraison, la récolte des cerises de café s'effectue quand les cerises arrivent à maturité, c'est-à-dire quand les cerises de café sont bien rouges. Ici, à Monteverde, la cueillette se fait à la main et vu que les fruits ne sont pas matures au même moment, cette technique nécessite plusieurs cueillettes. Après la récolte vient le séchage. Pour que les grains de café soient prélevés de leur coquille, cette technique donc, elle consiste à étaler les cerises au râteau et à les placer dans une serre. Après plusieurs semaines, lorsque les fruits ont durci et sont devenus marrons, les grains sont séparés à l'aide d'un pilon ou mécaniquement, comme on peut le voir effectivement ici sur la vidéo. Pour la torréfaction, les grains sont placés dans un grilloir cylindrique à tambour et chauffés par le dessous à minimum 215 degrés Celsius pour que la torréfaction soit légère. 243 Celsius pour une torréfaction foncée. Donc c'est le mouvement de rotation qui permet aux grains de ne pas brûler en fait et d'être torréfiés de façon uniforme, ce qui permet en fait de faire ressortir les saveurs. Pour la préparation du café, chacun fait comme il veut évidemment, mais les saveurs vont vraiment être très différentes entre par exemple café filtre et un expresso. Je vous renvoie en description à des sites très intéressants qui expliquent justement comment on prépare différemment les cafés et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme différentes saveurs et quels sont les avantages d'une préparation par rapport à une autre. Tu goûtais? Vous prendrez bien un petit peu de sucre avec votre café, c'est comme vous voulez. En tout cas, nous, on a visité un pressoir de canne à sucre et on a appris beaucoup de choses. Donc ici, au Costa Rica, la canne à sucre, c'est quand même une économie importante. Ce pressoir donc, est assez ancien, effectivement, et il nous a permis de comprendre un peu comment on réussissait à extraire le jus de canne à sucre. Ça a été une occasion idéale pour faire un peu d'exercice et de boire une boisson bien fraîche et sucrée au goût des enfants. C'est de la canne. Si vous aimez accompagner votre café d'un petit carré de chocolat, on vous emmène tout de suite dans cette ferme de cacao qu'on a eu la chance, le privilège, l'honneur de visiter à Puerto Viejo au sud-est du Costa Rica. Les enfants ont été ravis évidemment puisqu'il y a eu une grande part de dégustation. On vous montre ça tout de suite et notamment les différentes étapes de production. Donc, tout commence avec la récolte des cabosses. Les cabosses se trouvent sur les cacaoyers, donc cet arbre qu'on trouve uniquement dans les zones tropicales comme le café. Une fois qu'on a récolté les cabosses, souvent on les coupe avec une machette pour récupérer les graines. When you're ready like this, the pulp around the bean, you can chew the bean and eat it like a nut. Pulpe avec ta bouche.
Ensuite viennent deux étapes importantes qui sont la fermentation et le séchage. Donc en gros, la fermentation, elle permet pendant une semaine environ d'arrêter la germination et ça fermente. Et puis après ça, il y a le séchage, donc qui lui permet d'enlever l'humidité des fèves. On les sèche en plein soleil, dans des serres, pendant environ 2 semaines. Une fois qu'elles sont sèches, donc, on peut torréfier les graines de cacao à environ 100-140 degrés pendant à peu près une demi-heure. Et donc c'est ce qu'on appelle la torréfaction. Ensuite, c'est le décortiquage. En fait, en gros, on sépare les morceaux de coque de la fève. Et les morceaux de coque s'envolent tandis que la fève reste par un système de ventilation. Les fèves sont ensuite broyées pour obtenir la masse de cacao qui en fait contient naturellement de la matière grasse. On obtient ainsi de l'huile qui se transforme en beurre une fois coagulée, mais aussi une forme de galette qui, elle, servira à fabriquer du cacao en poudre. Vient ensuite l'étape du malaxage, donc le chocolat est encore très amer, et c'est à ce moment-là, au moment du malaxage, qu'on ajoute du sucre à la masse de cacao pour obtenir le chocolat qu'on connaît. Toutes les matières en fait sont malaxées pendant une vingtaine d'heures pour obtenir une pâte homogène. Il y a d'autres étapes encore et je vous ai mis un lien en description qui va vraiment vous aider à comprendre comment on produit le chocolat qu'on connaît à la maison. Ah, c'est chaud. Est-ce que c'est bien ce tasting de chocolat? Il y a de la cannelle, de la noix de muscade et de la cardamome. On a eu aussi la chance d'être entouré par une nature incroyable au Costa Rica et donc on a visité une petite ferme permacole qui avait des spécimens absolument incroyables. Pour cela, je vous renvoie à notre dernière vidéo. Voilà, j'espère qu'on vous a mis un petit peu en appétit. Maintenant, voyons ce qu'on a mangé pendant près d'un mois au Costa Rica. C'est quoi? Tu veux partager avec Ah, pour moi tout seul. Vegetariano caribeño. Le plat qu'on a le plus mangé au Costa Rica, c'était le casado, ça veut dire le marié. Il me semble que c'est un plat à base de haricots rouges, de riz, il y a toujours une petite galette à côté de pain, il y a un peu de salade, donc c'est un plat un peu varié. Et la viande au Costa Rica est très présente dans les plats, que ce soit le porc, le poulet, le bœuf, le poisson aussi, peut-être du côté Caraïbe, il y a plus de poissons. Et donc c'est dommage un peu, je dirais que c'est dommage d'être végétarien au Costa Rica quand on voit la beauté des viandes, qu'elles sont élevées en liberté, qu'elles sont partout. Quand on est végétarien, il n'y a pas une grosse variation des plats, ce qui est un petit peu dommage parce que quand on se balade en voiture, on voit beaucoup de vaches en liberté, dans des prés, elles sont pas misérables, elles sont en liberté, donc ça serait un bon moyen de réintégrer la viande si jamais on voulait remanger de la viande. Ce qui est bien quand on achète la nourriture au supermarché, c'est qu'on sait que les fruits poussent localement, donc on n'a pas besoin de les importer, ça vient pas du Mexique, de Californie, d'Afrique du Sud, tout est fait sur place. Beaucoup de jus de fruits, donc ils appellent ça les natural, c'est des jus de fruits frais qui sont pressés directement, donc il y a toujours un choix assez abondant dans les fruits, que ce soit papaye, la mangue, l'ananas, les fruits de la passion, la mûre, il y a beaucoup de mûres aussi, et bon, en fait il y a un peu tout. Les enfants ont pris un jus, il me semble, à tous les repas pratiquement. Et il y a aussi une fois, j'ai pris un jus avec du riz à l'intérieur. Il y avait cet élément en plus qui était du riz, donc il s'était mixé dans le jus, donc on ne le sentait pas, mais ça donnait une petite épaisseur, une petite consistance au jus. On a fait des repas frugaux exclusivement le soir par exemple, c'était pratique, on coupait 3-4 fruits qui étaient immenses et puis on pouvait les avaler et en famille c'était vraiment un moment de partage extraordinaire. J'ai adoré manger les mangues. Avant, c'était les cerises, mon fruit préféré. Mais là, quand j'ai goûté une mangue, elle était tellement bonne que j'ai pas arrêté de manger. Et une fois, quand dans un dîner frugal, on a mangé pas un gros bol, mais il y avait un bol de mangue. Et là, j'ai presque tout
tout mangé. Et là, tout le monde a dit, mais pourquoi il n'y a plus de mangue, presque plus de mangue? Là, j'ai dit, oups, désolé. Et regarde là que t'es dans l'ail en plus, on a. J'aime beaucoup le fruit de la passion. Attention, ça pique, hein. Alors qu'est-ce que c'est ça, Charlie? C'est un noix de coco. Noix de coco, qu'est-ce que tu as bu? Tu as bu? Vu qu'on a fait beaucoup de Airbnb au Costa Rica, l'avantage c'était qu'on avait des cuisines et qu'on n'était pas obligé d'aller au restaurant à chaque fois. Par contre, on n'a pas fait de la grande cuisine et c'est vrai que dans les supermarchés, j'avais un peu tendance à acheter toujours la même chose, mais on s'est plutôt focalisé sur les fruits. Donc on a souvent fait des repas frugaux, comme dirait Lily Rose, et c'était souvent à base de fruits, juste un ananas, des mangues, la papaye, des fruits de la passion que Charlie a découvert et il est tombé en amour avec le fruit de la passion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a mis en appétit. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, si elle vous a fait sourire à certains moments, n'hésitez pas, vous pouvez aimer, partager ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine fois, on vous parlera du Costa Rica durable. On va essayer de vous expliquer comment on a voyagé, où on a voyagé, d'être le plus durable possible. D'ici là, portez-vous bien, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.